Donc, bienvenue pour cette 52e soirée. Je vais vous présenter un certain nombre d'éléments sur le Mitila, dont une partie sont des photos de Yves Déco. Et j'ai découvert ce fond photographique pratiquement accidentellement, parce que quand j'ai préparé l'exposition sur les masques Rajbanshi, un voisin et ami, André Édouard, le père de Lucie, m'a déclaré qu'il avait le fond photographique d'Yves Déco et que j'ai pu donc récupérer, qu'on avait scanné pour pouvoir l'exploiter. Et c'est donc une partie de ce fond photographique que je vais vous présenter ce soir. Je ne vais pas trop vous parler des iconographies, c'est surtout le côté artistique qui est intéressant à présenter. Les iconographies sont tellement touffues et complexes que si on passe 5 minutes sur chaque photo pour donner des explications, c'est beaucoup trop lourd et beaucoup trop important. Donc on ne va parler que du côté artistique de ces gens. Donc le Mitila daterait d'environ 1500 avant Jésus-Christ. C'est ce que racontent en tout cas les Satapatra Brahmanas. Et après, durant le Mahabharata, qui est à peu près à la même période, les Pandavas, Bhima et Arjuna ont régné sur cette région. Et en fait, le Mitila est devenu surtout célèbre après, quand Rama, donc, qui était venu sur Terre comme réincarnation de Vishnu, est passé par le Mitila et a épousé la fille de Jatapa, le roi du Mitila, qui avait trouvé cet enfant en faisant un sillon sacré pour délimiter une ère de rituel, avait trouvé une jarre avec un bébé, et c'était donc Sita que l'on retrouve après, enlevé par Ravana à Ceylan, etc., et qu'on retrouve dans toute la grande épopée du Ramayana. Ça a été de toute façon une zone importante artistique, puisque Valmiki, qui a écrit l'histoire du Ramayana 4 siècles avant notre ère, était originaire du Mithila, ainsi que le Kalidasha, qui a chanté l'amour et la généalogie des dieux, et puis Vidyatpa, qui a également fait 1000 chansons d'amour érotiques et mystiques. Le Mithila est également un lieu religieux important, puisque c'est là qu'est né le Bouddha. C'était dans ce royaume à Lumbini. Et également le Mahavira, le fondateur du jaïnisme. Alors, c'était des régions assez curieuses sur le plan familial, parce qu'il y a eu un temps un régime matriarcal, et il y avait des foires aux jeunes garçons où les jeunes filles venaient faire leur marché pour trouver des maris. Et donc, après, elles faisaient leurs demandes en mariage en dessinant des kohabars, qui étaient en fait des dessins, comme on va pouvoir voir tout à l'heure, qui étaient en fait des demandes en mariage et presque comme des contrats de mariage. Les jours qui précédaient ce mariage, les jeunes femmes faisaient sur les murs de la chambre nuptiale des peintures de ce type également pour attirer la prospérité sur le couple et pour avoir beaucoup d'enfants. Et parallèlement à ces peintures dans la chambre nuptiale, dans la cour, sur les façades de maison, on peignait également les divinités protectrices de la famille en fonction des décisions des astrologues, des médiums, etc., qui décrétaient que c'était le lieu qui couvrait qui devait bénir le mariage dans telle et telle circonstance. Donc, ce qui est très curieux, c'est que ces peintures sont faites par des femmes et des jeunes filles complètement incultes. Enfin, quand je dis incultes, c'est vraiment très entre guillemets, parce que quand vous allez voir ce qu'elles font, c'est quand même pas du tout... mais elles ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Elles ont appris ça d'une façon traditionnelle par leur mère, leur sœur et leur entourage. Ce sont des traditions qui remonteraient, dit-on, justement au mariage de Rama et Sita, puisque le roi aurait demandé aux peintres de concrétiser cet événement par des peintures, et ce serait donc une école, enfin pas une école, mais une tradition qui perdurerait depuis 3000 ans dans ce contexte. Mais c'est complètement mythique comme enseignement. Alors, comme c'est une zone quand même relativement très pauvre en matériaux, en fait, elles utilisaient du noir de fumée qui était raclé sur le fond des casseroles ou des marmites,
et qui était mélangé soit avec de l'urine de vache, soit avec de l'eau mélangée avec de la gomme arabique ou du lait de chèvre. Donc le dessin était un acte de foi, donc la conservation à l'origine n'avait strictement aucune importance. Ce qui était important, c'est de refaire en permanence le dessin, et on n'a en fait aucun exemple ancien de ce type de peinture, parce que c'était fait donc sur les murs et que d'année en année, c'était refait perpétuellement. Alors, il y a eu des périodes de famine dans les années 60 dans cette région, et pour leur donner des moyens de survivre, on leur a donné à ces femmes des textiles et des papiers pour pouvoir transposer sur ces supports les peintures qu'elles faisaient. Et donc, on a maintenant des peintres qui sont reconnus de cette mouvance. Il y a eu une exposition qu'avait organisée Yves Déco au Musée des Arts Décoratifs en 1974, je crois. Et il y a eu après une très célèbre exposition qui avait eu lieu au Quai Branly, au Centre Pompidou, sur les magiciens de la Terre, où elles étaient mises en vedette avec les aborigènes d'Australie. Alors, il y a donc deux groupes de femmes qui se partagent ce type de travail, et celles de la caste caillaste ne connaissent que le dessin au trait, et justement avec ces peintures noires, et éventuellement avec un peu de jaune qui est extrait d'un œillet, et puis un rouge qui est une terre locale également. Et maintenant, par contre, elle trouve des colorants pour les textiles au bazar du coin, et donc maintenant on a une palette qui est beaucoup plus riche qu'à l'origine. Et donc Yves Déco a été le grand découvreur de cet art, enfin l'un des grands découvreurs en tout cas, et il a travaillé, et on vous présentera un court extrait après du film de Ludovic Ségara sur le Mitila, parce qu'il a participé, c'est lui qui a fait connaître le Mitila à Ludovic Ségara, et c'est par lui qu'il a pu faire ce film, donc on vous donnera également un extrait. Et on va faire aussi un petit crochet un peu anachronique. Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition au musée Mayol sur l'esprit de Étula. Et on a enfin vous verrez tout à l'heure sur les peintures, on a des peintres qui étaient mineurs de fond dans le nord de la France, dans les années 1900, qui ont fait des peintures complètement invraisemblables de qualité et de beauté, et qui étaient aussi des gens complètement incultes. Alors ils étaient liés à tous les mouvements spirites et autres, et on se demande si les peintres ch'tis du nord de la France et ces femmes n'étaient pas connectés aux mêmes entités quelque part par là, parce que c'est pas possible que ce soit humain comme création et comme esprit. Alors, je vais d'abord, avant de vous présenter les peintures, on va faire un rapide voyage dans la région. Donc voilà ces peintures sur les façades de maisons. Comme vous pouvez voir, c'est une complexité absolument incroyable, et arriver à faire des rosaces comme ça à main levée, c'est pas évident. Et voilà donc des paysages du Mitila, et là une femme qui est en train de faire un rituel au pied d'un banyan. Et il a pris beaucoup de scènes de cette nature. On a fait vraiment une très, très sévère sélection, mais ça nous paraissait tellement important en fait d'avoir ce contexte qui malheureusement maintenant ne doit plus trop exister. Alors, quand on voit ça, c'est un monde extrêmement paisible. Tout à l'heure, quand on verra le film sur le Mitila, je vous raconterai une anecdote que nous a racontée Anna Ségara, qui avait participé avec son mari au tournage du film, et qui était un peu moins idyllique. En
fait, il y a une série de photos qui Oui, c'est ce que voit j'ai remarqué. oui, oui. C'est sur, à chaque fois, c'est sur la diapo? Oui, oui, c'est sur la diapo. Ça se chevauche, hein. Comment? Ça se chevauche. Non, non, mais c'est une trace. il y a dû y avoir un truc, un problème avec l'appareil photo ou avec la pellicule, je ne sais pas. En fait, on a failli faire demander au scan, ceux qui ont fait le scan de les refaire. On pensait que c'était une erreur de scan, mais en fait, c'est sur la diapo. Donc voilà, c'est sur ces façades de maison que lorsqu'il y a des cérémonies, que les femmes font leur peinture. Alors malheureusement, maintenant, le béton a un peu remplacé tous les torchis qu'ils utilisaient pour faire les façades, mais c'est peut-être plus solide, mais ça manque beaucoup plus de charme, certainement. Et en fait, semble-t-il, Yves Déco a été très frappé par cette vie de village, et il a beaucoup plus photographié les gens en fait que les sites ou les monuments. La végétation semble absolument magnifique dans la région. On va présenter, je crois, deux photos seulement d'arbres. Mais a priori, tout ce qu'il a photographié, bon, c'est peut-être probablement une sélection qu'il a choisie, mais tout ce qu'il a photographié est vraiment magnifique comme végétation. Vous voyez, c'est quand même très riche comme couleur et comme... ce qui est peut-être pas étranger non plus à la richesse des couleurs qu'elles mettent dans leur peinture. Alors là, le personnage est en train de broyer. Alors est-ce que c'est des pigments pour les peintures ou des épices ou ça, on ne sait pas. Alors comme durant certaines fêtes, les gens s'aspergent avec des poudres ou des seringues avec des couleurs, et là on voit le résultat que ça peut donner à l'arrivée. Alors, il a beaucoup photographié un danseur, ce jeune garçon, et quelqu'un m'a dit que c'était un eunuque. Alors, je ne sais pas, mais ce que je me rappelle en tout cas, c'est que quand j'ai passé à Jodhpur en 76, on avait logé dans le nouveau palais du Maharaja qui avait été construit dans un style britannique, et on avait visité Jodhpur avec la directrice de l'hôtel, qui était la tante du Maharaja, qui avait fait ses études en Suisse, et qui nous avait fait visiter donc Jodhpur, y compris le vieux palais où avait lieu le couronnement, enfin pas le couronnement, mais la consécration du dernier Maharaja officiel de Jodhpur, puisqu'après c'est au moment de l'indépendance, et que c'était terminé. Et elle nous racontait donc, tout ça pour en revenir sur les eunuques, qu'à l'époque, on les avait ramenés du nouveau palais royal, du nouveau palais princier
au Vieux Palais, dans des Rolls, avec les fenêtres, les vitres voilées avec des rideaux en tulle rose brodés d'argent. C'était très... Et qu'elles étaient montées ensuite depuis le pied du Vieux Palais au sommet, dans des palanquins portés par les eunuques. Et ça, c'était dans les années 55 à peu près, quoi, comme... Donc le côté eunuque, là, je ne peux pas vous le garantir pour lui, mais c'est quand même quelque chose qui est quand même... je ne sais pas, Ratch, tu as des informations, ça existe Oui, encore, hein? c'est très courant, oui. Il y a C'est encore tout un courant mouvement qui existe ils ont un lieu saint dans le Superland où tous les hijras se retrouvent une fois par an au mois de mai, 2 ou 3 mai. Avec Pierre, j'avais un projet là-dessus, et finalement ça ne s'est pas fait. Et donc c'est un, comment dire, il y a même un représentant au gouvernement, au Parlement. Ah oui? Donc les hijras sont reconnus officiellement en Inde depuis assez longtemps. D'accord. On appelle hijra, hein, en Inde, les eunuques dont on parle. D'accord. Merci l'info. Donc, quand on voit le côté un peu rustique de l'environnement, il fait un peu anachronique dans l'environnement, mais bon, c'est... Et donc, voilà, on arrive maintenant aux peintures, et d'abord, on va faire... il y a quelques photos, justement, de femmes en train de peindre. Ceci est d'ailleurs une peinture qui avait été faite à la commande d'Yves Déco, mais c'est pas... Enfin, c'est fait par ces femmes, mais c'était une commande spécifique qu'il a... il voulait avoir un panel de toutes les iconographies qu'elles pouvaient faire, et donc elles ont développé toute cette iconographie avec les mandalas qui allaient avec, et c'est une complexité, d'une richesse incroyable, quoi, mais alors que ça c'est traditionnel, là c'est une commande vraiment très spécifique. Et donc elle dessine comme ça, par terre, dans des conditions vraiment un peu difficiles. Enfin pour nous en tout cas, bon, elles ont quand même l'habitude d'être assises par terre. Et puis en plus, elles font ça entourées avec leurs enfants, etc. Pas du tout dans un contexte paisible. Et voilà donc le cycle des peintures polychromes. Comme vous pouvez voir, il y a une richesse d'inspiration qui est quand même assez incroyable. Des fonds extrêmement touffus avec des motifs extrêmement nombreux. Tout est symbolique. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on ne va pas commencer à détailler toutes ces peintures parce qu'on en aurait pour des heures et des heures. Mais c'est juste pour vous donner une idée de la richesse de cet art. Alors on peut avoir des formes un peu plus naïves comme ceci, mais on a également des formes extrêmement élaborées. Et j'en viens toujours au même argument, ce sont des femmes incultes qui font ça, quoi. Enfin, mon côté inculte, c'est plus par provocation que je dis ça, parce qu'elles ont forcément une culture ancestrale extrêmement importante et riche, mais elles ne sont pas passées par une école de beaux-arts, ou que c'est uniquement par tradition familiale et qu'elles arrivent à faire des choses de cette nature.
Et on voit bien avec les couleurs que ce sont elles qui... C'est pas des couleurs achetées au supermarché qu'elles utilisent. À chaque fois, on a des nuances très différentes en fonction des mélanges qu'elles font. Parce que arriver à faire quelque chose de cette nature avec ces rosaces, si vous regardez bien, il n'y a pas de ratage au niveau des raccords des rosaces. Et ça, je ne comprends pas comment ça peut se faire. Quoi, c'est vraiment très mystérieux. Madame, je crois que vous avez beaucoup travaillé sur la peinture, enfin plutôt moderne, je crois. Est-ce que vous avez une explication pour ça? C'est vraiment énigmatique, hein, comme... Elles auraient vraiment des leçons à donner aux caricaturistes ou à tous ces peintres que l'on voit maintenant, qui se font des... Et voilà les monochromes. Et regardez ce monochrome qui est quand même complètement invraisemblable, quoi, comme conception et comme réalisation. Alors là, bon, bien sûr, c'est Krishna. Enfin, je ne vous les cite pas parce que... Mais enfin, il y a quand même des formes très, très caractéristiques de temps en temps qui... Moi, c'est les rosaces qui me surprennent le plus parce que... C'est pas fait au gros pas, quoi. Hein. Non, non, c'est fait à main levée avec en plus juste un fil ou des choses extrêmement simples et rudimentaires et arriver à faire quelque chose d'aussi minutieux sans se tromper. Il faut qu'elles aient vraiment dans la tête le motif fini, quoi, avant de commencer. Alors, bien sûr, bon, alors, je pense qu'il a peut-être quand même sélectionné parmi les meilleurs, mais même si c'est à des degrés différents de qualité de dessin, l'inspiration dans tout ce que l'on voit est quand même d'une telle richesse que ça balaye toutes les réserves qu'on pourrait faire par ailleurs sur la qualité de la peinture en elle-même, parce que quand on voit ces femmes avec les bras écartés, enfin, c'est vraiment très dansant, très... Et regardez ça, c'est... Et donc, je ne sais pas s'il avait fait une étude sur les... Alors, est-ce qu'il y a des styles différents de village en village, de famille en famille, certainement. Alors, est-ce qu'il y a en contrepartie des styles locaux qui ont... ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a des... Vous savez s'il avait eu des archives, Lucie, par ailleurs de... À part son livre, le livre qu'il a écrit, Ouais. Je ne crois pas. Ouais. Ou alors, comme il a disparu d'une façon un peu mystérieuse, il y a peut-être des archives qui ont disparu, ce qui serait vraiment très regrettable, parce que je crois qu'il a quand même beaucoup travaillé là-dessus. Parce que quand même faire ça avec un fil trempé dans de l'encre, c'est quand même... Sans faire de tâches. Oui, en plus.
Ça, ce sont des détails de la précédente. Donc ça, c'est Hanuman qui descend à Ceylan, donc la montagne avec l'herbe magique qui doit sauver Rama et Lakshmana. Je vais me répéter, mais je ne peux pas m'en empêcher Fabuleux. devant cette complexité de motifs, quoi. C'est... Alors ça, il en parle dans son livre, c'est pour la chambre nuptiale, et c'est le symbole masculin et féminin qui est représenté au centre, pour avoir des enfants. Et là, il y a une richesse avec les tortues, les scolopendres et les poissons. Il y a une très très grande variété. En plus, celui-ci est signé, contrairement à beaucoup d'autres. Excusez-moi, j'ai une question, mais peut-être va-t-on y venir au sujet des thématiques iconographiques abordées. Oui. J'ai l'impression que jusque-là, on trouve surtout des thèmes liés aux deux grandes épopées. Est-ce qu'on trouve, ou alors, comme vous l'avez montré, par exemple, des symboles de fertilité, est-ce qu'on trouve des représentations de légendes locales qui ne seraient pas visibles ailleurs? Et du coup, ça mène aussi à la question de l'utilité des dessins. Est-ce que c'est apotropaïque? Parce qu'on sait que dans la thèse du Sud, il n'y a jamais de motif décoratif, purement décoratif. C'est jamais décoratif. D'ailleurs, en plus, à chaque fois, c'est un acte de foi quand elles font ce dessin. Donc, alors qu'il y ait des incidences avec des traditions locales, c'est bien possible. Ouais. Parce que par exemple, en Inde, on trouve des dessins d'épopées de Babuji, donc ça se retrouve que au Rajasthan, puisque c'est très très local. Est-ce qu'au Mithila, on a des légendes qu'on ne trouverait pas ailleurs qui sont représentées pour le coup Je ne sais pas. Mais c'est possible. Mais en fait, autant le Rajasthan a été très étudié, il a quand même laissé beaucoup de textes et d'études, autant là, c'est une région qui a été quand même très négligée, et je ne suis pas certain qu'on ait autant de références sur les légendes locales et autres. Mais il est certain qu'il y a des légendes locales, oui, c'est probablement. Parce que dans toute l'Asie, de toute façon, et dans l'Himalaya, toutes les religions qui sont arrivées ont assimilé les anciennes divinités animistes, et on se retrouve avec des légendes et des histoires très anciennes qui ont été réadaptées, bidouillées pour coller aux nouvelles religions qui arrivent, et on se retrouve avec des quantités d'histoires mais qui souvent n'ont pas été écrites, parce que tous ces gens-là, en fait, n'ont pas d'écrit. Donc, même quand lui a commencé à travailler sur le sujet, il ne faisait que transposer des vieilles traditions orales qui remontaient à on ne sait pas trop quand, mais les traditions orales, ça se modifie toujours de génération en génération, et c'est un peu compliqué après de dire ce qu'il en est exactement, quoi. En tous les cas, je ne peux pas vous répondre à ça. Mais de toute façon, il est certain qu'on voit beaucoup de symboles de Vishnouites et de ce qui est normal, puisqu'il y avait Rama qui était passé par là, et on trouve quand même des scènes d'enlèvement de Sita par Ravana, etc., dans les iconographies. Mais justement, ces scènes du Ramayana et autres, on les connaît, on les reconnaît facilement, tandis qu'il y en a plein qu'on n'arrive pas à analyser. Une autre question, s'il vous plaît. Là, vous avez une idée des dimensions de ces œuvres? C'est pas énorme, ça fait 80 cm sur 40, 50 à peu près en règle générale.
Il y a un peu plus petit que ce que vous avez au-dessus. Ah, là, Oui, c'était oui, à une peu grande, près, oui. celle-là exceptionnellement grande. Là. Oui, mais Finalement, c'est la moitié, ça. là. alors, est-ce qu'il met là les... La moitié. C'est un dessin spécial l'Éco avait demandé de faire pour lui, je crois. Sinon, c'est Oui. très petit. D'accord. Sinon, il dessine sur les maisons. C'est plutôt le jeu. Oui, mais alors c'est Sur ça. papier, c'est plutôt une Le dimension fait, aussi. le fait Ah, bah, qu'ils par aient exemple- changé de support. Celle-ci, par exemple, fait 2,50 m sur 1,50 m. Ah C'est oui, quand même relativement d'accord, grand, là, c'est déjà. Et ça, c'est la reproduction de ce qui était sur une maison ou c'est sur une œuvre spécifique? Celle que je vous montre là, Ouais. sur peinture sur papier, celle-ci. Hein. Ah, sur papier, d'accord. C'est pas raffiné, c'est Oui, le fait de changer de support, de passer de la torchis, du mur en torchis au papier, a dû complètement modifier le dessin. Le support n'étant pas le même, l'encre. Bien évidemment, on n'a pas la même finesse sur un finesse. mur que sur un papier. Voilà. Mais justement, comme je disais tout à l'heure, le papier, en fait, c'était souvent une demande en mariage. C'était quelque chose de plus... un peu plus raffiné, un peu plus officiel, disons, et ça se faisait d'une manière beaucoup plus fine, Oui, disons, au niveau du d'accord. détail. Mais bien évidemment que sur un mur en crépi, on peut pas avoir on peut pas faire avec avec un fil ou un cheveu ou un fil de son sari, on peut pas faire des dessins de cette nature, quoi, comme le support ça marcherait pas. Non, je crois que les autres, c'est beaucoup fait avec les doigts. Oui. Ah, sur les murs. Sur les Ouais. murs, ouais. Si vous me permettez une petite intervention, monsieur, il me semble spontané de penser à certains dessins qui rappellent beaucoup l'art traditionnel des Adivadi, des peuples traditionnels des Landes, c'est-à-dire ce peuple qui ne sont pas ni des descendants hungariennes, ni Oui. des descendants tamouls, et qui sont plutôt d'origine austronésienne, on ne sait pas exactement. Oui, Et on je a des reconnais quantités vraiment d'ethnies en Inde qui ont fait des peintures extrêmement intéressantes. Ça a été présenté d'ailleurs à Branly aussi Oui, oui. il y a quelques années, Oui, oui. etc. Oui, on a beaucoup de références. Mais là, c'est quand même bien spécifique par rapport à certaines autres régions, quoi, comme... Mais oui, mais chacun a des traditions très fortes et souvent très anciennes, oui. Alors, eux a priori, seraient quand même des Ariens, c'est pas des Adivasi. Mais je ne sais pas s'ils ne sont pas vraiment réduits à peu près au même niveau, quoi, quand on voit leur rythme de... Pourquoi ne pas naïf et qui peut peut-être préserver des traditions anciennes qui, dans d'autres domaines, ont été oubliées? Ah oui, bien sûr, non, mais de toute façon, on voit que c'est quand même des traditions très, très anciennes qui ont perduré. Qu'elles aient été modifiées, ça c'est sûr qu'au fil des siècles et des millénaires, si ça remonte vraiment à 3000 ans, ce qui reste à prouver et qui n'est pas sûr du tout. Mais en Inde, vous savez aussi très bien que les chiffres, ça ne veut pas dire grand-chose. On part très vite dans le Ramayana, sur 1 million de morts dans une bataille, etc. Bon, on n'a rien inventé en France, parce qu'avec Sainte Ursule, avec ses 11 000 vierges qui partent à Rome en pèlerinage, on a aussi bidouillé pas mal les chiffres, quoi, quand même. Et ça, c'est aussi très, très curieux, parce qu'on est presque dans les motifs celtes, avec les entrelacs qu'on trouve dans les miniatures celtes ou mérovingiennes. Bon, alors, la composition de cette pièce, en fait, rappelle un peu celle-ci. Alors, je ne sais pas si c'est le même peintre qui l'a fait.
Bon, on a peut-être abusé un peu des rosaces et autres, mais comme vous avez pu le voir, ça m'a beaucoup marqué, donc on a peut-être sélectionné peut-être un peu trop pour une projection, j'espère que vous ne l'entendrez pas, mais je trouve ça trop beau. Il y a une variété incroyable. Enfin, je veux dire, Mais oui. comment vient cette variété Est-ce que c'est par village, par femme Justement, on ne sait pas, par mais histoire, je pense que, a priori, déjà, il y a les traditions familiales, mais est-ce qu'elles elles sont indépendantes des traditions villageoises ou de la province ou des... c'est... Entre monochrome et polychrome, il y a une différence aussi de groupe, Oui, je crois. oui, Ouais. mais... On ne sait pas plus. Oui, c'est deux groupes différents. Mais on sait à peu près la période De ceci de tout ce que vous montrez là. Ah ben, ça a 40-50 ans. Hein. 40-50 ans. Et Véco était dans les années 70 là-bas. Hein, donc c'est à 50 ans. Tout ce qui est là, c'est à 50 ans. Mais on a toujours des petits détails avec une fraîcheur d'inspiration, un côté très frais, très... Non, parce que, en fait, comme je disais, ces traditions ont été transposées sur papier et sur toile que dans les années 70, les 60, 70. Donc il n'y a rien antérieur à ça, pratiquement, comme... Et on n'a aucune possibilité de ce fait d'avoir de pouvoir constater une évolution sur 100 ou 200 ans, comme pour la peinture occidentale. On a des jalons bien précis d'une école à l'autre, avec les influences hollandaises ou vénitiennes ou autres. On a des jalons qui permettent de scander les styles. Là, on n'a rien. Mais alors ce fonds photographique, il comprend combien de reproductions d'œuvres comme ça? 250. Ah oui, d'accord. Mais là, on a scanné pour l'instant, on a fait scanner que les diapos. En fait, on a des grands... je sais pas, on appelle ça comment De moyen format. Des moyens formats, mais que le laboratoire en question ne pouvait pas copier. Donc il faut qu'on trouve un autre laboratoire pour le faire. Mais c'est probablement les mêmes peintures en fait. Il faudra vérifier, mais comme c'est en plus grand format, la qualité sera meilleure éventuellement pour une reproduction. Et issu du même village, d'un groupe de village On ne sait pas. On ne sait pas. C'était pas notifié sur les diapos? Non, il y a les noms des divinités sur certaines diapos, mais il n'y a pas les noms des peintres ou des villages. Alors par contre, en confrontant avec le livre, il a mis des renseignements complémentaires que je n'ai pas encore eu le temps d'étudier. On aura peut-être des renseignements un peu plus précis sur certaines origines et sur certaines... Mais c'est monsieur qui m'a prêté le livre il y a 3 ou 4 jours et je n'ai pas tellement eu le temps d'œuvrer dessus pour donner toutes les indications. Mais je pense qu'on peut tirer quelques renseignements quand même. Adrien, on a abusé des rosaces quand même. Bah, ça montre aussi que tu disais que Iveco avait probablement fait une sélection dans ses photographies, mais malgré cette sélection qu'il a pu faire, on est quand même devant un certain nombre de clichés réussis, de dessins incroyables. Donc, même ceux qui sont beaucoup plus naïfs, disons, par rapport à ça, ils ont tous un charme extraordinaire, quoi. Il y a quand même une fraîcheur d'inspiration, il y a un humour dans bien des cas, parce que quand on voit les yeux qui sont vraiment très
quand on voit ces visages là, dans... Et puis là, les petits éléphants sur le pourtour, ça forme presque un mandala. Le moyen format, ça s'imprime correctement en assez grand. Le 24-36, bon, on est quand même assez limité, quoique il faut voir avec des laboratoires. Mais le moyen format, on peut faire des impressions et dans ces cas-là, profiter pleinement des détails. Donc là, bien évidemment, c'est Ravana, le roi des mondes s'élevant. Là encore, c'est l'enlèvement de Sita, donc avec Jatayu, le roi des vautours qui s'oppose à l'enlèvement. Mais quand je parlais d'humour des dessins, c'est quand même incroyable les visages qu'elles arrivent à faire avec les... Et en plus, c'est pas une population énorme, il y a quelques dizaines de milliers d'habitants dans la région. Là, c'est le barattage de la mer de lait. Pardon ? Est-ce qu'elle continue? Est-ce qu'on sait si ça continue? Ça continue, la tradition perdure, oui. Elle perdure. Alors, est-ce qu'elle perdure maintenant qu'elles sont exposées à l'étranger et autres? Est-ce qu'il n'y a pas des dérives? Est-ce que le côté sacré qui avait lieu, qui était le but à l'époque, est-ce que c'est pas devenu de la peinture décorative, comme on peut voir rue de Seine avec les aborigènes d'Australie et autres? C'est à craindre. Mais au moins, il y a un patrimoine quand même qui est sauvé, quoi, grâce à ça. On aura quand même des références pour l'avenir, même si après les choses dégénèrent, on aura quand même un témoignage d'une période précise où les choses étaient encore respectées. Les œuvres elles-mêmes sont conservées quelque part quand même? Oui, c'est dans des collections particulières maintenant. Alors par contre, la collection d'Iveco, je ne sais pas s'il en avait une, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne sais pas du tout. C'est à Delhi, il y a un musée de l'art tribal à Delhi. Donc ils ont tout préservé, justement, notamment Mithila. Ils en ont beaucoup là-bas Oui, il y en a pas mal. C'est Jacques Pimpanou qui avait un peu travaillé là-dessus aussi. Ah oui? La fondation de ces musées à oui, Quacon, oui. À l'époque, oui. Et donc ils ont préservé pas mal de l'art tribal de Worli, Mithila, et aussi des tribus de l'Orissa. Ah d'accord. Voilà, donc on termine sur un tirage de langue. Et voilà, donc maintenant on va partir sur l'exposition du musée Mayol, et avec ces peintures de ces mineurs qui sont des gens incultes, qui n'ont pas fait d'école des beaux-arts, et qui font des décors mais absolument invraisemblables, avec une minutie, une qualité de peinture absolument invraisemblable, quoi, comme... Hallucinant. Ouais. Ce qui est intriguant, c'est la mine. Ils ont eu cette connexion avec l'au-delà dans les mines, et avec toute la symbolique de la mine, le monde souterrain, l'inconscience, le rêve. C'est quand même étrange d'avoir des appels de cette nature, 2 personnes sur les 3, si je ne me trompe pas, dans les mines. 3, non, tous les 3?
Il n'y en a pas un qui était barman plutôt, non? Cafetier, mais après. Après, ouais. Donc Non, les ils trois. étaient tous les trois mineurs. Hein. Tous les 3 mineurs, donc c'est quand même étonnant d'avoir cette connexion dans la mine. C'est une condition physique aussi tellement. Étonnant. Ouais, étonnant. Oui, mais c'est pas uniquement une condition Et physique. alors, ils ont eu des voix, on leur a dit, ils ont eu des voix avec l'au-delà, Ouais. et on leur a dit, peint, peigné. Ils sont mis à faire ça. Non, ouais. Non, mais en plus, ils étaient donc dans ce monde de spiritisme et autres. Ils faisaient tourner les tables pour invoquer les esprits. Et on se demande à l'arrivée s'ils n'étaient pas en connexion avec des esprits pour faire des trucs comme ça, parce que on ne comprend pas. C'est QFD. Très énigmatique. Alors, il a été aussi inspiré par l'Égypte. Quand il a été connu comme peintre, il avait fait des voyages en Égypte et il a donc fait des... et ça rejoint presque ce qu'on voyait tout à l'heure avec les femmes du Mithila. Alors ça, c'est un autre peintre, donc, mais qui a la même minutie au niveau du dessin, mais qui lui a inclus davantage de portraits de Christ, de Bouddha, de choses comme ça. Et ça, c'est le troisième, donc lui était plus... Crépin, il est plus connu. Fleury-Joseph Crépin. Il est dans le... Un artiste de Breton, dans les Bretons qu'il a découvert. Oui, absolument, oui. Il figure dans l'encyclopédie de l'art naïf. Oui, complètement. C'est merveilleux, Crépin. Mais oui, mais Ah c'est... oui, c'est vachement connu. Voilà, donc pour la partie... on a fait donc un petit crochet par les mines du Nord, chez Echti. Mais je trouvais que c'était intéressant de faire le relais entre les deux, parce qu'il y a tellement de points communs. Et donc maintenant, on va partir quelques minutes sur le film Mithila d'Anna Segarra, qui malheureusement ne pourra pas être là ce soir, parce qu'elle a été renversée par un vélo la semaine dernière, et on l'opérait mardi, parce qu'on lui a cassé, elle a eu la clavicule cassée. Donc ça dure 8 minutes, ce sont des extraits, c'est 2 extraits que j'ai montés sur un film de 50 minutes, 1 heure, et c'est 1974. Donc à la même période puisque Beko était là-bas. Pas de musique? Ça va. Si, ça va venir. Tatsavitur varenyam pargo devasya dhimahi Dhiyo yonaha prachodayat. Malheureusement, la bande était un peu abîmée, et ça frise un peu sur le sommet. Parasalamaya Payatuva Pani Barasukhasara Pavolatuva Tire Chorayitani Katana Yana Bahani Re Barasukhasara. Il y en a un autre? Non. Bon, d'accord.
Oui, alors je vous disais, cette jeune femme, en fait, on avait présenté ce film à la salle de cinéma du Quai Branly, et Anna Ségara était là. Et donc, à la fin du film, on voit le mariage de cette jeune femme. Et Anna avait gardé le contact avec eux, et en fait, 3 ans après, elle s'est suicidée. Probablement parce que son père n'avait pas pu payer sa dot et qu'elle était malmenée par sa belle famille, etc. Donc, elle s'est noyée dans l'étang du village. Voilà, c'est... alors tout ça pour vous dire que tout à l'heure, je disais, on a l'impression que c'est un monde merveilleux, euphorique et autres, mais il y a aussi une facette très, très dure derrière tout ça, quoi, comme... Voilà. J'espère qu'on ne vous a pas trop importuné avec toutes nos rosaces, parce que je vous dis, on a été pris une telle passion pour ça qu'on a peut-être un peu chargé le bateau avec elle, mais c'était vraiment trop... Enfin, pour moi, c'est vraiment trop beau, je ne pouvais pas... Puis c'est très significatif aussi. Oui, complètement. Le fond est merveilleux, donc c'est très poétique, et c'est vrai qu'on a eu du mal à faire une sélection. Mais ça mériterait une impression de quelques pièces, ça mériterait d'avoir le papier dans les mains pour regarder les détails, peut-être même zoomer sur si ça reste numériquement. Une autre installation, une autre muséographie, quelque chose peut-être de plus grand. En tout cas, nous on a eu ce fond, grâce à vous, on l'a numérisé, on le découvre, on a voulu le partager avec vous, mais c'est vrai que ça pourrait être amené à continuer son petit bout de chemin. Alors dans quelle forme avoir, avec le film de Ségara qui est quand même incroyable. Là c'était que des extraits, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous l'avaient déjà vu, et ce film est incroyable, et le livre plus le fond photographique plus le film, on a quand même quelque chose d'assez important entre les mains. Alors on va voir sous quelle forme. C'est très représentatif, en tout cas je pense, de cette culture villageoise, mais pas du tout dans un but. Quand j'y parle de villageoise, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est quand même des petites entités très, très locales, c'est pas lié à des écoles ou à des grandes structures, quoi. C'est vraiment une petite échelle. À petite échelle, mais c'est ce qui en fait la richesse aussi, c'est parce qu'en fait, elles sont complètement indépendantes de leur côté créatif, elles n'ont pas besoin de... Enfin, à l'époque, elles n'avaient pas besoin de créer un style pour marcher. Ce qui est à craindre maintenant, certains étant connus, que maintenant il y ait un style qui s'instaure, mais qui sera complètement coupé du côté spirituel qu'elles avaient quand elles faisaient ça dans leur village, quoi, quand même. Et vous, Yves Véco Moi j'étais enfant, donc c'est vrai que c'était un ami intime de la famille, donc voilà. Et mon père et lui se sont rencontrés au service militaire et ont tout de suite sympathisé. Yves, lui, a eu un beau jour la livraison du premier livre qu'il avait édité. Et mon père était intrigué qu'il reçoive une boîte avec tous ces livres identiques, et donc il va le voir et lui dit comment ça se fait, enfin, et là il lui dit je viens d'éditer mon premier livre et je te le dédicace. Donc c'était très, très chouette, c'était très, très beau, enfin, c'était le début de leur amitié. Et voilà, puis donc... Et c'était quoi ce premier livre? C'est sur quoi? Je ne me souviens plus, mais enfin il a écrit quelques petits livres, notamment Le Monsieur Imaginaire. Voilà, j'ai pas en tête là ces titres, mais ça se trouve, hein, c'est... Moi, je peux partir là-dedans. Voilà, et vous avez pris connaissance des photos, des diapos de Yves Véco quand vous étiez jeune? Oui, quand j'étais enfant. Ouais. On a un original d'ailleurs chez nous, encadré. Et puis malheureusement, Yves est parti très tôt. Moi, je vous dis que j'étais encore enfant. Donc, mais c'est vrai que c'était vraiment un ami intime de la famille. Merci. Voilà. Oui, ça soit dans la première partie avec les projections de photographie, ou surtout dans la seconde partie où par exemple on voit
la femme qui fait son cercle là, Ouais. avec le fil de coton, c'est stupéfiant. Parce que vous, je sais pas, mais moi, si j'essaye de faire ça, ça va pas donner mon résultat. C'est ce que je vous dis, ouais. Moi c'est rosace, je comprends pas. Oui, c'est ça. Et donc la question que je me pose, c'est ce travail, il est... Et ensuite, quand on les voit peindre sur les murs, c'est absolument extraordinaire. C'est toutes les femmes qui vont faire ça dans le village, ou bien c'est un certain nombre de femmes spécialisées Non, a priori toutes les femmes, puisque leur demande en mariage est faite par les jeunes filles. Ils sont initiés déjà très jeunes. Ah ouais, mais enfin, moi, j'ai été initié, j'ai suivi des cours de dessin, ça n'a pas de dessin. Oui, mais vous avez toujours été un cancre, c'est différent. Mais selon la chose, c'est très courant. Dans là-dessus, il y a un art, on appelle le collant, ça se dessine au sol tous les matins. Ah, Et d'accord. n'importe toutes les femmes de la maison doivent savoir. Ah, d'accord, il y a un entraînement quotidien. Ah, oui. La petite fille, pour regarder ça bien faire, elle peut répéter. D'accord, C'est toi qui d'accord. fais. Ah, oui, d'accord. On fait ça tous les jours. Ah, on fait ça, Tous oui. les matins. J'ai pas essayé. Et en plus, jamais les mêmes motifs. Bon, jamais, il y a des trucs géométriques. Un par jour, 360. Je fais la photo de lotus, un éléphant, des oiseaux.